Salam alaikum, bienvenue encore dans cette vidéo. On va parler cette fois-ci d'une nouvelle partie qui concerne les curseurs. Alors, les curseurs, c'est quoi en fait? Alors, si j'essaie de simplifier l'explication, généralement, les curseurs, ils existent dans n'importe quel système de gestion de base de données relationnelle. D'accord? Et on peut même définir deux types euh, de curseurs. Donc, il y a les curseurs implicites, d'accord? Et il y a les curseurs explicites, d'accord? Alors, quelle est la différence? Donc, on va parler des curseurs implicites. Donc, les curseurs implicites, ils sont créés à chaque fois que vous exécutez une requête DML. Ça veut dire une requête de manipulation de données. Et surtout, la plus simple pour l'explication, c'est la requête select. Donc, si je mets select étoile from employees, d'accord? Alors, là, ce sont des données extraites de la base de données employees, de la base de données HR, pardon. Et c'est le schéma exactement. Donc, c'est pas la base de données, mais c'est le schéma HR. Et le SGBDR, il a essayé de nous fournir ces données. D'accord? Une fois les données ils sont stockés, donc on sait très bien qu'ils sont stockés dans des fichiers. Spécialement pour Oracle, donc une fois les données sont extraites ou demandées, ils vont être stockés dans la mémoire PGA. Et dans la mémoire PGA, il y a une mémoire spéciale, là où il y a les curseurs. D'accord? Les curseurs, généralement, ce sont des pointeurs. D'accord? Alors, le pointeur, il va pointer sur les données. OK? Donc, il va pointer sur par exemple, la donnée, la première donnée, la deuxième ligne ou la deuxième donnée, et ainsi de suite. Et surtout, c'est des lignes. Donc, dans les bases de données relationnelles, on est en train de traiter des lignes. Donc, une fois les données sont demandées par l'utilisateur, ils sont mis dans une base de données, pardon, dans une mémoire PGA. Et dans la mémoire PGA, il y a une mémoire spéciale qui permet de stocker toutes les informations concernant cette requête, à savoir les types de données, les noms des champs et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est les données et les métadonnées aussi. Entre autres, il y a le curseur. Et le curseur, c'est un pointeur. D'accord? Donc, le pointeur, il va pointer sur chacune des lignes extraites si on exécute une requête select, par exemple. Dans notre cas, c'est select étoile from employees. OK? Et à chaque fois, il y a le parcours des lignes. D'accord? Donc, un exemple que je peux même euh, citer ici, pour vous montrer comme quoi il y a le parcours réel des lignes une après l'autre. Donc, je vais mettre ici first name et le salaire. D'accord? J'exécute cette requête. Je vais ajouter un champ avec l'attribut spécial rownum. D'accord? Et regardez ici. Donc, rownum, c'est un attribut qui permet de donner un compteur qui permet de parcourir les lignes ou de s'incrémenter à chaque fois il y a une nouvelle ligne. D'accord? Je vais ajouter une nouvelle instruction. Je vais ordonner les données par le salaire. Vous allez voir qu'il y a un changement au niveau du rownum. D'accord? Donc, ici, on a réordonné les données. Mais pourquoi on n'a pas eu l'ordre croissant ou l'ordre vraiment respecté pour le rownum? Parce que
au moment de l'extraction des données. Donc, il y a la sélection des données de la table employee. Et après, on va incrémenter à chaque fois l'euronum. Et à la fin, il y a le tri. Donc, le tri, il va être exécuté à la fin, après avoir extrait les données. D'accord? Donc, le compilateur ou le système de gestion de base de données, il va créer automatiquement un curseur. Et le curseur, c'est un élément ou un pointeur qui va parcourir l'une après l'autre. D'accord? Donc, j'ai donné l'exemple de RONUM juste pour vous montrer qu'en quoi il y a le parcours d'une ligne après l'autre. D'accord? Donc, si je mets cette instruction, je réexécute encore, vous voyez que RONUM, il s'incrémente à chaque fois. Et cette incrémentation, il respecte le parcours des lignes, l'une après l'autre. OK? Donc là, ce sont des curseurs implicites. Alors, les curseurs implicites, ils sont créés par le système, ça c'est un. Deuxième chose, on ne peut pas les manipuler. C'est bon? C'est-à-dire, si j'aimerais bien créer un programme qui permet de, je ne sais pas, donc, chaque personne qui a le nom ou qui a le first name Alexandre, j'aimerais bien avoir à la fin la somme de toutes les personnes ou la somme des salaires de toutes les personnes qui ont le nom Alexandre. Donc vous voyez, c'est un, c'est le premier, ça c'est le deuxième, et ainsi de suite. D'accord? Donc si vous voulez faire ce traitement-là, avec une requête simple, oui, vous pouvez le faire, mais il y a un autre traitement ou il y a d'autres traitements qui sont un peu difficiles. D'accord? Donc si vous trouvez que un employé, il est dans le département euh, X, plus son nom est égal à Y, vous allez faire un traitement Z. D'accord? Donc, il y a des traitements qui sont un peu complexes à faire en utilisant les requêtes SQL tout court. D'accord? Et c'est pourquoi, en utilisant le PLSQL, on a le droit d'utiliser les curseurs. Et exactement, on va utiliser les curseurs explicites. Les curseurs explicites, en plus de ce qui existe pour ce qu'on a dit pour les curseurs implicites, les curseurs explicites, ils sont manipulés par l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur, il a le contrôle total. Donc il peut faire ce qu'il veut pour chaque ligne extraite. Et pour simplifier les choses, pour travailler avec le curseur, on a 4 étapes. Donc la première étape, c'est la définition ou la déclaration d'un curseur. D'accord? Deuxième étape, c'est l'ouverture d'un curseur. Et après, la troisième étape, c'est l'exploitation ou le parcours. Donc, vous pouvez le nommer comme vous voulez. La quatrième étape, c'est la fermeture du curseur. D'accord? Donc là, ce sont les 4 étapes à retenir ou à faire lorsque vous voulez travailler avec un curseur. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut même ajouter à propos des curseurs? C'est que un curseur, il correspond à une requête. Il a la forme d'une requête. Il ne faut pas oublier que le curseur est un pointeur. Et on doit créer un pointeur qui correspond à une requête. Donc à chaque fois que vous allez créer un pointeur, il va correspondre à une requête ou à la forme d'une requête. D'accord? Donc voilà, on va faire un petit exemple. Donc on va toujours utiliser les blocs anonymes. Et les blocs anonymes, ils ont la partie déclaration, begin et le end. Le slash, il permet de définir la fin du bloc anonyme. Alors, pour la partie ou pour la première étape qui est la définition ou la déclaration, on le met
directement au niveau de la clause ou la partie déclare de notre bloc. Et comment c'est curseur, le nom du curseur, d'accord? Et après is et on met une requête, d'accord? Alors, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc curseur, son nom donc mon curseur is et là je mets select first name, sinon je mets salary, d'accord? From employees, d'accord? Donc j'ai déclaré un curseur, son nom est mon curseur, qui est un pointeur sur le résultat qui va être retourné par cette requête, d'accord? Alors l'étape suivante, c'est l'ouverture d'un curseur. Comment je peux ouvrir un curseur? C'est open et après le nom du curseur. Dans notre exemple, c'est open mon curseur. Point virgule. OK? La troisième étape, c'est le parcours ou l'exploitation du curseur de cette, de cette requête. Donc vous pouvez faire n'importe quelle requête ici, hein, d'accord? L'essentiel, c'est que il faut euh, noter que le curseur, c'est un pointeur vers les données de cette requête. Euh, Lorsqu'on veut parcourir ou exploiter le curseur lui-même ou la zone sur laquelle il va pointer, forcément, il y a plusieurs lignes. Donc, il n'y a pas une seule ligne. Et s'il y a plusieurs lignes, on va utiliser une boucle. Et la boucle qu'on va utiliser, c'est loop, end loop. Et à l'intérieur de cette loop, on doit parcourir ligne par ligne. Alors, si on veut parcourir ligne par ligne, l'instruction qui permet d'extraire la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et ainsi de suite, c'est fetch. Alors, fetch, chaque élément, donc fetch mon curseur, c'est comme si je suis en train de dire au compilateur de faire quoi? Pour chaque élément ou pour chaque ligne de mon curseur, il faut la mettre into quelque chose. D'accord? Il y en a deux types de possibilités où on a deux types de variables qu'on peut utiliser. Donc, soit on va utiliser les variables scalaires, c'est bon? Soit on va utiliser ce qu'on a déjà commencé dans les vidéos précédentes, c'est un enregistrement de type curseur ou basé sur un curseur. Donc, dans cet exemple, je vais utiliser une seule variable. Elle est de quel type? Donc, le retour de la requête, il va retourner, pardon, ici, c'est salary. D'accord? Donc, il va retourner le salaire, donc la liste des salaires. Pour stocker un salaire, je dois déclarer une variable. Donc, je vais déclarer une variable nommée salaire, d'accord? Et elle est de type number, d'accord? Sinon, pour faire les choses correctement et plus facilement, je peux même déclarer cette variable tout en faisant référence au type du champ salary, d'accord? En utilisant le pourcentage. Et là, je vais dire, une fois que vous allez extraire la ligne, il faut la mettre dans salaire. D'accord? Et après, je peux par exemple, c'est point virgule, par exemple, je vais tout simplement afficher le salaire. D'accord? Sans oublier qu'on est en train
de faire un traitement répétitif en utilisant une boucle. Donc la condition qu'on va utiliser pour quitter la boucle, c'est lorsqu'on n'a pas de données. D'accord? Donc on va utiliser l'instruction exit qu'on a vu durant la vidéo des boucles. Donc exit when. Il n'y a pas de données dans mon curseur. Dans mon curseur, %, not found. Alors ici, not found, si on va faire la traduction directe, c'est pas not found, ça veut dire c'est pas le curseur qui n'existe pas, mais not found ici c'est un attribut des curseurs. On va voir beaucoup d'attributs. Donc il y a d'autres attributs qu'on peut utiliser, mais ici not found, ça veut dire quoi? Il signifie lorsqu'il n'y a pas de données à l'intérieur de ce curseur. D'accord? Donc exit when mon curseur %not found, ça veut dire que je vais quitter la boucle lorsque le dernier, même la dernière extraction, il n'a pas retourné de données. Donc exit when le nom de mon curseur, le %, et après not found. D'accord? Donc on va essayer d'exécuter ce bloc. Alors, d'accord, donc il y a un problème. Mon curseur, quelque part, il est mal écrit. Alors, voilà, donc c'est mon curseur. J'exécute. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a l'affichage des salaires. À chaque fois qu'on va extraire un salaire, on le met dans la variable salaire et après, on a choisi de faire un simple exemple, c'est d'afficher la valeur de ma variable salaire. D'accord? Donc ça, c'était le premier exemple. Et on va faire un autre exemple. En utilisant toujours le même curseur. Donc, imaginez avec moi qu'on aimerait bien extraire non seulement le salaire, mais le first name aussi. D'accord? C'est bon? Donc là, je vais dire mon curseur, il select first name, salary from employees. Alors, si j'essaie d'exécuter maintenant mon curseur, regardez. Donc, il y a une erreur. Nombre de valeurs erronées dans list into. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit que le curseur, il va prendre la forme d'une ligne de la requête select. Alors, la requête select, il va retourner deux informations, le first name et le salaire. Mais lorsqu'on a essayé de parcourir le curseur, on a dit pour chaque élément, pour chaque ligne extraite par le curseur, pointée par le curseur, on aimerait bien qu'il soit stocké dans. Ah là, on a mis tout simplement un salaire, une seule variable. Mais le curseur, il va retourner réellement deux valeurs. C'est le first name et le salaire. Donc c'est pour ça il faut réserver ou déclarer une autre variable qui va permettre de stocker cette information. D'accord? Et je vais utiliser le %type. Alors, deuxième chose. Donc, si je mets ici, non. Si j'exécute, regardez, j'ai une autre erreur. Numérique or value error. D'accord? Donc, erreur de conversion. Pourquoi? Parce que même l'ordre des champs ou des résultats retournés par le select, nous devons le respecter. Donc cet ordre, c'est quoi? Donc c'est le nom le premier et après le salaire. Donc là, j'ai inversé. Et du coup, le compilateur, il essaye de stocker le salaire dans une variable nommée, le compilateur, il essaye de stocker le first name dans une variable salaire numérique. Et la même chose, donc salaire dans une variable de type varchar. Donc ici, ça doit être le nom et après le salaire. D'accord? Et ici, je peux même afficher
nom concaténé, d'accord, avec le salaire. J'exécute maintenant et vous voyez que il a parcouru chaque ligne en retirant toutes les informations, à savoir le nom et le salaire. Le nom et le salaire. Le nom et le salaire pour chaque ligne de cette requête. D'accord? Donc, je peux même ajouter ici where, department, ID est égal par exemple à 90. Et je vais exécuter. Et là, il va me citer ou il va parcourir tout simplement les employés du département 90. D'accord? Alors, essayons de faire un peu de traitement qui exprime un besoin. Alors, si je demande l'affichage ou le calcul du salaire ou la somme des salaires des employés du département 90. Je déclare une variable nommée somme. Elle est de type salaire pour son type. Et là, je fais référence à ma variable précédemment déclarée. Et je peux même l'initialiser par 0. Et à chaque fois, je vais extraire le salaire. Je mets somme qui reçoit somme plus le salaire pointé par le curseur. Et à la fin du parcours, je peux afficher des BMS. Alors, la somme des salaires et là, je fais la concaténation avec somme. Alors, je peux même garder l'affichage avec le salaire. Virgule. J'exécute. Regardez ici. C'est 75 000. Et bien évidemment, c'est la somme des 4 salaires du département ou des employés du département 90. Mais c'est avéré que c'est correct. D'accord? Donc, il a affiché le nom et le salaire de chaque employé. Et après, il nous a affiché la somme. D'accord? Mais regardez très bien. Donc, le résultat ici, vous remarquez qu'il y a une répétition à la fin. D'accord? Alors, est-ce que réellement il y a deux employés qui ont le même nom? Donc, on va vérifier. Donc, regardez. Donc, je vais exécuter, par exemple, cette requête. D'accord? Donc, réellement, il n'y a pas de duplication. D'accord? Il n'y a que 3 employés, alors que notre script, il nous a retourné 2 employés avec le nom Lex. D'accord? Alors, le problème, il est où? Donc, pardon, je vais réexécuter encore. Alors, au niveau de la boucle loop, avec la condition. D'accord? Il faut faire très attention ici. Je vais ouvrir le curseur. C'est bon? Je vais commencer ma boucle et je vais exécuter ma première instruction fetch. Donc, fetch, il va charger ou il va pointer sur sur la première ligne et il va charger ces données dans les variables correspondantes. D'accord? Alors regardez. On va exécuter étape par étape. Donc, fetch, il va charger la première ligne. Donc, la première ligne, il va contenir l'employé Steven avec son salaire. Ils vont être stockés dans les variables suivantes, donc nom et salaire. Donc on a bien affiché le nom et le salaire et après on a calculé la somme. Exit when
mon curseur not found. Donc, une fois le curseur ou le compilateur, pardon, il exécute l'instruction fetch, il demande est-ce qu'il y a des données? Oui. Donc, not found, et il reçoit false. D'accord? Il va charger les données, il va afficher. D'accord? Est-ce qu'elle est true? Non. La valeur de l'attribut est false, donc il va encore boucler. Il va exécuter là l'instruction fetch encore. Il passe à la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, est-ce qu'il y a une deuxième ligne? Oui. Donc not found reçoit false. Charger les données dans la variable nom et salaire. Afficher le nom et salaire. Calculer la somme. Bien sûr, après la vérification, donc on sait très bien que c'est false. Il va passer à la troisième itération. Donc la troisième itération, est-ce qu'il y a des données? Oui. Donc il va charger le nom et le salaire de l'ex avec le salaire 17 000. D'accord? Sachant que l'attribut not found, il reçoit false. Il va afficher le nom, le prénom, calculer la somme. Est-ce que mon curseur est là? La valeur not found? Non. Donc il va encore boucler. Donc la quatrième itération, fetch, il va demander la lecture de la quatrième ligne. Est-ce qu'il y a une quatrième ligne? Non. Donc regardez, not found, il reçoit true. Cette fois-ci, il reçoit true. Donc s'il n'y a pas de données, il n'y a pas de chargement au niveau des variables. Hein. D'accord? Mais malgré ça, il y a un affichage des valeurs lex et 17 000. Ça veut dire les dernières valeurs. C'est-à-dire les variables ici, ils gardent toujours la dernière valeur. Je vais afficher la dernière valeur encore une fois en duplication. Je vais calculer en double le salaire et après je vais vérifier. D'accord? Donc juste pour vous montrer que le chargement n'a pas été fait. Donc il n'y a pas de duplication. Je vais utiliser la variable nom qui reçoit nul et après salaire qui reçoit 0. Vous allez voir que ça montre tout simplement que les variables ils gardent leur valeur. Vous voyez? Donc il y a la valeur nulle, ce qui n'est pas affiché, et la valeur 0 du salaire. D'accord? Donc pour résoudre ce problème, normalement, cette instruction elle doit être ici. D'accord? Donc maintenant, si j'exécute, regardez, il n'y a que 3 salaires et 3 employés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire pour vous. Mais ça n'empêche, si vous avez des questions, utilisez la rubrique commentaires pour m'envoyer vos questions. Et ça va être avec grand plaisir que je vous envoie des réponses. Merci et à la vidéo suivante.